Bonjour à tous, merci Daria, j'espère que vous m'entendez bien. Je... Ok, donc je vais intervenir de façon un peu technique dans ce que vous a présenté Daria, encore une fois, de l'intérieur, comment on est positionné et comment fonctionne Eau de Paris. Eau de Paris est une entreprise de 900 salariés qui distribue de l'eau à 3 millions d'usagers. Elle a un conseil d'administration dont le président est M. Danlert. Il a été nommé suite aux élections municipales de la ville. Il est aussi maire du 19e arrondissement. Il est aussi vice-président du réseau France Eau Publique, qui regroupe actuellement plus de 100 collectivités et opérateurs publics en charge de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement des eaux usées. Nous sommes gouvernés par la ville de Paris, qui élabore un contrat d'objectifs avec nous. Ce contrat d'objectifs signé, une fois qu'il est signé, nous avons mis en place un plan prévisionnel d'investissement de 480 millions d'euros sur 5 ans, de 2021 à 2026. Il a pour objectif de répondre aux contraintes de notre époque issues de la matrice AFOM. Alors ça, c'est quels sont nos atouts, nos faiblesses, nos opportunités, nos menaces, mais aussi de participer à la mise en place du programme politique de la mairie suite aux élections. Ce plan, appelé projet d'entreprise, dont une grande partie des travailleurs ont été associés, se définit en 4 axes. Un service public centré sur l'usager, l'excellence industrielle, l'engagement écologique et territorial, l'entreprise solidaire et optimisée. Quel est le rôle des salariés et de leurs représentants, bien sûr? Le programme politique n'a pas été établi avec nous, mais Eau de Paris en prend une partie en charge. Par exemple, on a installé des panneaux solaires, on fait de la géothermie. On vient de valider 10 millions de subventions aux agriculteurs pour qu'ils produisent bio et préservent au mieux notre ressource. Il y a aussi les nouvelles technologies, par exemple en laboratoire, où nous avons grandement mis en place la recherche Covid dans les eaux usées. Ça a été un des facteurs très importants du développement du Covid localement. La digitalisation, donc la numérisation des métiers, beaucoup de mise en place de fontaines pour l'accès à l'eau dans les rues, avec aussi comme objectif le refroidissement de la ville. Alors, ces nouveautés qui structurent notre quotidien en tant que salariés, qui ont, eux, par contre, ont eu des métiers souvent anciens, avec peu d'évolution. En effet, l'eau a toujours été livrée 24 heures sur 24, depuis plus de 100 ans, avec ses 2000 km de réseau et de canalisation. On a la production, la distribution, le comptage, la facturation, le centre d'appel. Tout cela a été internalisé depuis 2009 au sein de la société Eau de Paris. Pour organiser nos évolutions de métiers, justement, liées à ces progrès technologiques, ces 2 dernières années, le comité social économique, ancien comité d'entreprise, a mis en place des études d'impact en amont des réorganisations. Cela implique tous les salariés concernés par la réorganisation des services pour coller à ces exigences nouvelles. Chez nous, en exemple, on vient de restructurer les fonctions support. Ça concerne 250 personnes sur les 900 que l'on est. On a mis 2 ans, mais ça a bien fonctionné. C'est un élément important. Je vous dis cela car l'implication des représentants du personnel n'est pas si évidente que ça. Pour preuve, nous avons au conseil d'administration 18 membres, dont 2 salariés avec voix délibérative. La règle voudrait qu'on ait 4 voix, mais consultatives. C'est bien d'en avoir 2 avec voix délibérative, mais ce n'est pas suffisant par rapport aux 18.
Et nous, on demande à être 4 voix délibératives, par exemple. Malgré cela, nous pouvons faire vivre notre expertise dans cette instance. Cependant, cette instance est plus là pour valider les orientations que pour les orienter. J'espère que ça va être bien traduit. Pour nous, à Haute-Paris, l'expertise des salariés à travers ou avec leurs représentants du personnel doivent être associés dès l'élaboration du contrat d'objectif avec la ville. Celui-ci définit les grandes orientations pour 6 ans et les mis en œuvre donc par le plan d'investissement. Au-delà d'Haute-Paris, le monde de l'eau en France n'est pas un modèle unique. Sa gestion est publique ou privée. Les travailleurs de l'eau, j'ai un peu d'émotion. Les travailleurs de l'eau sont régis par des lois, des règles, des conventions. Et ils sont peu présents dans ces structures qui les régissent, ces règles et ces conventions. Notamment la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, où se négocient les dispositions de la convention collective eau et assainissement, de santé et sécurité au travail, de la formation, et qui concerne les salariés d'Haute-Paris. Malheureusement, notre direction, pour des raisons plutôt politiques, on pense, refuse d'y siéger, et par conséquent, les représentants du personnel ne peuvent pas y être non plus. Alors, pour ce qui est du recrutement, on a aussi France Eau Public, dont je vous parlais tout à l'heure, qui regroupe justement toutes les structures publiques. Et là, aucun représentant du personnel non plus pour porter la voix de l'expertise locale. C'est pour cela que la CGT Haute-Paris milite en demandant de mettre en place une école des métiers de l'eau, d'avoir un statut commun des travailleurs de l'eau afin de contrer la privatisation et d'échanger nos savoirs pour rester plus proches de nos usagers, de s'assurer de la protection de la ressource, pérenniser le modèle de gestion publique. Et aussi continuer à faire en sorte que les travailleurs soient porteurs de leur expertise et de leur vie au quotidien. On est aussi des citoyens. J'ajoute que les bénéfices que génère l'eau est directement ou indirectement consommée par la collectivité qui l'entoure, au lieu d'être éparpillée, réservée aux actionnaires. C'est un point important pour ce qui est de la défense des travailleurs dans un modèle social qui doit lui aussi évoluer avec nos problématiques environnementales. Par exemple, dernièrement, suite au Covid, beaucoup d'accords télétravail se sont mis en place. La CGT a aussi proposé de travailler moins, pour ce qui concerne la France, hein, bien sûr, toujours 32 heures sur 4 jours, embaucher des jeunes et faire partir nos anciens dans de bonnes conditions. Le modèle public aussi a permis la réinternalisation d'activités. On a repris la gestion de la télérelève, c'est des compteurs électroniques. C'est un plan d'investissement qui est de 50 millions d'euros. Et c'est quelque chose qui était chez Veolia, par exemple. Et on vient de le reprendre. C'est un geste fort de la gestion totale de la composante eau. La défense incendie aussi. Tout à l'heure, je vous ai parlé des fontaines. Il y a un gros développement de fontaines pour l'accès à l'eau. En conclusion, placer aussi la performance dans la qualité de vie et moins sur le résultat comptable des bénéfices. Ça, c'est ce qu'on aimerait bien, parce que justement, Haut-de-Paris, par exemple, sur ces dernières années, a perdu 70 emplois. Donc, on voit que le souci social reste difficile à atteindre. Se pose aussi une question, et c'est un peu ma fin, je ne veux pas vous retenir trop longtemps, se pose aussi une question sur nos élites qui gouvernent nos structures. Chez nous, ils sont souvent issus du même parcours éducatif des hauts fonctionnaires.
généralement issus de l'ENA. Et leur formation économique les emmène souvent à penser performance et budget, de façon libérale. Voilà, c'est aussi pour eux, chez nous, et cela a déjà été dit, pour leur carrière, un tremplin politique. Donc, l'idée de la réflexion qui se pose, c'est comment faire en sorte que les travailleurs, les salariés, tous les organismes qui la composent, dont je vous ai un peu parlé là, arrivent à s'unir, à discuter au sein de toutes les instances, un peu comme la dame qui l'a présenté juste avant, pour prendre les décisions qui maintenant sont environnementales et justement faire les bons choix de façon démocratique dans une démocratie. Voilà, je vous remercie.